Chers amis auditeurs de Radio Rumuri, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 mars 2021. Et comme vous commencez déjà à vous y habituer, tous les mardis, nous commençons nos émissions en langue française. Et aujourd'hui, nous allons aborder beaucoup de points. J'en prévois 4 ou 5 ou même plus. Des points qui ont surtout un rapport direct avec l'actualité politique, voire même l'actualité politico-diplomatique, mais surtout l'actualité en rapport avec les droits de l'homme. Et nous parlerons de ces points en compagnie, comme d'habitude, comme tous les mardis, de Monsieur l'ambassadeur que je vais vous présenter et demander de vous saluer. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tout le monde. Bonjour mon frère Célestin et bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, comme il vient de le dire, alors vous êtes avec votre serviteur Célestin Servaïdé. Et tout de suite, commençons avec le tout premier point parce que, comme j'ai dit, nous avons au moins 5-6 points à aborder aujourd'hui. Nous allons essayer de les survoler. Nous n'avons pas essayé d'entrer en profondeur parce que ça nous prendrait trop de temps. Et surtout, nous voudrions que les gens qui suivent Radio Rumuri en langue française puissent avoir une vue globale sur l'actualité politico-administrative ou politico-diplomatique et surtout en rapport avec les droits de l'homme. Nous allons justement, Monsieur l'ambassadeur, j'ai vu récemment que vous préparez à porter plainte contre un certain chercheur français. Je ne vais même pas dire son nom, je vais vous laisser le droit et l'honneur de nous en parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur l'ambassadeur, qui vous a poussé à porter cette plainte? Non, je ne cherche pas à porter plainte. J'ai déjà porté plainte depuis plusieurs mois parce que les délais de procédure me l'imposaient en fait. Ce que j'ai fait, c'est d'attendre que la procédure arrive à son terme pour effectivement pouvoir annoncer cette plainte parce que pour une fois, il y a des choses qu'on ne doit pas cacher en permanence. Vous savez, nous sommes l'objet, nous, quand je dis nous, et moi en particulier, nous faisons l'objet en France et en Belgique et dans d'autres pays d'une sorte de terreur intellectuelle, de mensonge, de diffamation. On nous traite de tous les noms, on nous traite de génocidaires, alors même que certains n'étaient pas nés, ceux qui sont traités de génocidaires, alors que d'autres avaient 2 ans. On nous traite de négationnistes, alors que nous n'avons jamais rien nié, je veux dire négationnistes du génocide des Tutsis. On nous traite de tous les noms. Et moi, ce qui me concerne, je n'ai pu cette fois-ci tolérer qu'on me traite de trait d'union entre les génocidaires et les négationnistes de France. Et cela a été dit par un grand activiste associatif qui est le président d'une association connue en France pour traquer les génocidaires. Et donc, si on commence à m'associer aux génocidaires, dont par ailleurs je ne garantis pas que tous ces gens accusés soient des génocidaires. La preuve, c'est l'abbé Wenceslas. L'abbé Wenceslas a passé des dizaines d'années à être traqué par ces mêmes associations, à être suivi, à être empêché de dire la messe le dimanche dans la paroisse où il officie. Pour finir, il a été déclaré innocent par les tribunaux de France. Donc, je dis que c'est une injustice. Je dis qu'en plus, ces personnalités françaises, même si elles peuvent avoir des relations avec notre pays parce qu'elles ont vécu là-bas, parce qu'elles sont mariées à des Rwandaises ou pères d'enfants rwandais, je dis que ces gens ne peuvent pas connaître mieux notre pays que nous. Ça, c'est un fait. Et en ce qui me concerne, je dis que je n'ai jamais nié le génocide des Tutsis, je dis que je n'ai jamais minorisé ou minoré la gravité de ce génocide. Et je dis surtout que je ne suis pas le trait d'union. En fait, ils disent que je suis au cœur du réseau génocidaire et négationniste en France. Et cette parole est venue, selon le journal, le quotidien The New Times, ces paroles sont prêtées à Alain Gauthier. Alain Gauthier qui est le président du CPCR. C'est une organisation très puissante en France
que je respecte beaucoup parce qu'elle fait un travail honorable. La traque des criminels et des génocidaires, c'est un travail que moi, je salue. Mais de là à dévier et à penser que tous les réfugiés rwandais en France sont des génocidaires, que tous les ressortissants hutus vivant en France sont des génocidaires, je pense qu'il faudrait vraiment que ces gens modèrent leurs analyses et approchent surtout les intéressés. J'étais prêt, en cas de besoin, si le journal The New Times m'avait approché, j'étais prêt à discuter. Si Alain Gauthier m'avait posé des questions, je lui aurais répondu. Il aurait su que ce qu'il a dit, ce que ce journal a écrit, n'a rien de vrai. Mais je ne fais pas cela pour moi-même. Hein. Je ne suis pas naturellement un va-t-en-guerre et je ne suis pas un conquistador, mais je pense représenter d'une certaine manière, parce qu'étant le plus ancien réfugié rwandais et ensuite naturalisé en France parmi mes compatriotes vivant dans ce pays, et que beaucoup se voient à travers moi, de par les initiatives nombreuses que j'ai prises et que je prends toujours, je pense que le fait que je sois attaqué peut faire penser qu'on voudrait exercer une terreur sur l'ensemble de notre communauté. Surtout justement qu'on me reproche d'être au centre de certaines activités culturelles et politiques des Rwandais de France. Voilà pourquoi j'ai en fait porté plainte. Hein, j'ai porté plainte. La plainte a été acceptée par les services judiciaires compétents. Et c'est en ce moment que j'ai préféré l'annoncer pour que mes compatriotes sachent ce que nous vivons. Et s'ils pensent que nous pouvons être soutenus et aidés pour cette initiative, pourquoi pas? Nous sommes prêts à leur en parler, à expliquer pourquoi cette cause en vaut la peine. Merci, Oui, Célestin. je vous remercie. Mais j'avais une autre petite question. Qu'est-ce qui vous a poussé à porter cette plainte? Est-ce que c'est sur base seulement de ce que vous avez lu dans ce journal que vous avez mentionné si haut, ou il y a d'autres faits réels qui vous montrent que vous avez été traité de tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Ou alors, c'est justement en lisant ce journal que qui citait justement Alain Gauthier et que vous vous êtes dit, tiens, je vais porter plainte, ou alors il y a d'autres faits ou d'autres comportements de ce monsieur qui vous auraient poussé vraiment à porter plainte? Bon, il y a des éléments connexes, hein, naturellement. Mais bon, on ne va pas tout étaler non plus sur la place publique parce que je préfère garder l'initiative et je préfère garder certaines choses Oui, dans la confidentialité pour ne pas être surpris à la dernière minute. je vous comprends. Si c'est pas encore un secret, est-ce que vous savez plus ou moins la date où le procès aura lieu ou vous n'êtes pas encore convoqué sur ce niveau-là? Où est-ce que vous en êtes? Comme ça sera Non, ma vous question. savez, les procédures judiciaires, c'est vraiment à l'initiative du juge, hein, du juge d'instruction. Nous, on dépose le dossier, les avocats suivent, et puis un jour, on nous appelle pour dire, tiens, quelle est la base de votre prétention? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça couvre? Le contenu exact. On analyse ensemble, j'explique mon cas et éventuellement, le défendeur aussi, c'est-à-dire la personne accusée, va se défendre. J'ai porté plainte pour diffamation publique, du fait que cette accusation mensongère hein, à mon encontre est en plus parue dans un journal de grande diffusion, dans un bulletin quotidien, le The New Times, qui paraît au Rwanda, mais qui est lu dans tous les pays de la région, surtout dans les pays anglophones de cette région, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, bien sûr le Burundi aussi, parce qu'au Burundi, on lit l'anglais, la Zambie et au-delà, en Europe. The New Times est beaucoup lu dans les pays anglophones. C'est pourquoi je me suis dit, cette fois-ci, il y a des limites qui ont été franchies. En Hexagone, parfois, on sortait, les mêmes personnes sortaient des communiqués ou des communiqués de presse à la veille de nombreux colloques que nous avons organisés, colloques, conférences et autres, y compris le dernier colloque du 9 mars 2020, il y a un an exactement. Vous vous rappelez que
il y a eu une sorte de levée de bouclier contre ce colloque en disant à l'avance, 2-3 semaines à l'avance, en disant que ce colloque était un colloque négationniste. Avant même qu'on ait commencé à préparer vraiment le sujet. Comment savent-ils, et ce sont les mêmes, hein, comment savent-ils que nous allons organiser un colloque négationniste avant même qu'il ne se tienne? Avant qu'il se tienne, ils écrivent au président du Sénat, à certains sénateurs, au gouvernement, en disant que c'est un colloque qui mérite d'être supprimé tout simplement parce qu'il est dirigé par des négationnistes. Pourtant, après coup, après le colloque, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de négationnisme. Hein. On a tout simplement parlé de la situation actuelle et passée du Rwanda. Et je pense assez objectivement. Merci. Je vous remercie. Je pense qu'on ne va pas trop nous étendre sur ce sujet, mais justement, en parlant des procès, justement, pour le moment, l'actualité au Rwanda est vraiment l'actualité la plus brûlante, c'est celle du procès de M. Sabagina Paul, qui a été kidnappé, c'est bien le mot, on ne veut pas vraiment, n'ayons pas peur des mots, qui a été kidnappé des Émirats arabes unis vers le Rwanda, et qui pour le moment est devant les juges au Rwanda. Il y a aussi un autre procès qui lui aussi fait parler beaucoup des Rwandais, que ce soit les Rwandais de l'intérieur du Rwanda et les Rwandais de l'extérieur. C'est celui de Madame Ida Mandié. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais commençons d'abord par celui de Monsieur Sabagina, parce que dernièrement, lors de dernières audiences, il réclamait vraiment qu'il soit tout simplement relaxé, tout simplement relâché parce qu'il expliquait qu'il a été kidnappé et il a eu, comment on peut appeler ça, on peut appeler ça un témoin qui est intervenu dans son procès et qui a raconté comment il a, comment je peux dire ça en français, comment il a attiré M. Sabagina, qu'il a induit en erreur et puis qu'il a ramené au Rwanda alors que Paul Sabagina croyait aller au Burundi. Et on a entendu pendant plus d'une heure 20 minutes ce monsieur qui dit qu'il est entre autres évêque, bishop en anglais, et qui vraiment n'a pas juré parce que justement il a été un peu récusé, puis le juge, le juge a décidé de l'écouter quand même pour avoir des informations sur la façon dont Sabagina a été amené des Émirats arabes unis jusqu'au Rwanda. Et parmi les éléments qu'il a racontés, on voit très clairement que M. Sabagina a été bériné, ou je peux ainsi dire, qu'il a été vraiment induit en erreur et qu'on l'a conduit au Rwanda par ruse, si je peux ainsi m'exprimer. Mais vous, je rappelle aux auditeurs de Radio Rumuri que, en plus d'être diplomate et chevronné, que vous êtes aussi juriste de formation. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette intervention de ce bishop, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney-Gijimana? Je vais vous dire la vérité, j'ai suivi ce procès et je sentais en moi une sorte de nausée par rapport à ce qui se passait là, au traitement que subissait mon ami Paul Rusesabagina en direct devant le monde entier, devant ses ennemis. Comment un pasteur, entre guillemets, pasteur, devenu archevêque pour la circonstance, je ne sais pas de quelle église, hein, comment il a menti du début à la fin. Je vais vous dire d'abord les points qui m'ont le plus marqué, ce qui a marqué cette déposition. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas un témoin en fait. Le président du tribunal a bien dit que ce n'était pas un témoin, que c'était Umuvuga Makuru, si mes souvenirs sont bons, à Kinyarwanda. C'est un statut qui va entre journaliste et informateur. Si on traduit le titre qu'on lui a donné, dont il a été affublé par la cour. Cet évêque-là s'est présenté comme quelqu'un qui connaissait Rusesabagina depuis 4 ans
qui est devenu son ami, qui lui a rendu visite en Belgique, chez lui à la maison et partout. Ils se sont vus à plusieurs reprises. Il a dit que les présentations ont été faites par une personnalité rwandaise qui vit en Belgique. Il n'a pas voulu donner son nom, tant mieux peut-être parce que ça cache beaucoup de mensonges, tout ça. Et puis ensuite, il a commencé à débiter ses mensonges. Premièrement, Rusesabagina lui aurait avoué facilement, comme ça, qu'il était le responsable de la mort de tous les Rwandais qui ont été tués dans la zone de Congo, ancien du Congo, Nyaruguru. Et que donc, ce sont ces militaires, ce sont les soldats de Rusesabagina qui auraient commis ces forfaits. Je connais Paul, il peut commettre des erreurs, mais celle-là, je doute très très fort. Paul Rusesabagina est à la limite de... moi, je pense qu'il est assez secret. Moi, par exemple, je lui ai rendu visite à plusieurs reprises, chez lui à la maison. On s'est rencontrés en ville à Bruxelles à plusieurs reprises. On se connaît depuis 1980 et quelques, dans les années 80. On était vraiment des amis, mais il ne m'a jamais parlé de cette partie de cette histoire. Avec des recoupements, on peut arriver à concocter des éléments pouvant l'amener là où l'archevêque en question a voulu l'amener. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est tout de même que cet archevêque a avoué avoir été à la base du kidnapping, de l'enlèvement de Paul Rusesabagina, parce que c'était un enlèvement. Enlèvement parce qu'il a été embarqué sur un avion dont il ne connaissait pas la destination. Enlèvement parce que il y a eu tous les artifices, d'après au moins cet archevêque, que Rusesabagina serait passé par le salon d'honneur de l'aéroport à Dubaï avant d'embarquer sur le jet privé. Je doute fort, sauf vraiment preuve à l'appui, je doute fort qu'un pasteur, quelle que soit sa force, quelle que soit son influence, obtienne de Dubaï l'autorité de passer par le salon d'honneur sans intervention d'un gouvernement ou d'une ambassade étrangère à Dubaï. Normalement, ce n'est pas une personne privée qui obtient facilement de passer par le salon d'honneur. Et ensuite, il présentait le Rusesabagina comme Monsieur le Président, dit-il. Monsieur le Président, de quoi? De qui? L'hypothèse de la présence d'un agent rwandais, de la police rwandaise, avec la complicité de policiers ou de services de Dubaï, c'est-à-dire des Émirats arabes unis, est très plausible. Ou alors, tout simplement, la présence de diplomates rwandais pour obtenir le droit de passage, parce que c'est plus discret de passer par le salon d'honneur, parce que c'est plus discret si on a drogué quelqu'un de l'embarquer vers l'avion, alors que dans la salle d'attente internationale, ça va se voir. Ensuite, il nous raconte qu'ils étaient seuls dans cet avion, dans le jet. Mais si c'est un jet loué par le gouvernement rwandais, par la police, le RIB, la police, ce n'est pas un service autonome, hein, la police rwandaise. C'est un service de l'État rwandais. Donc, en l'occurrence, cet avion a été loué par l'État. Certains disent même que c'est un avion qui appartiendrait à une société de Paul Kagame. C'est un avion qui a été référencé dans la flotte dont le président est propriétaire et qui travaille à partir de la Grèce. Mon deuxième doute, c'est que Paul était seul avec cet archevêque dans l'avion. Il avoue ensuite que les hôtesses de l'air, en tout cas les membres de l'équipage, leur aient servi à boire, aussitôt installés dans l'avion, et que Paul Rusesabagina se serait endormi aussitôt, illico. Quelle est cette eau? Quelle est cette limonade qui endort quelqu'un aussitôt qu'il arrive dans un avion? Quel est ce? Moi, je ne pense pas que cela... C'est une hypothèse impossible.
Paul revenait de son hôtel. Comment se fait-il qu'en arrivant dans l'avion, il s'endorme tout de suite? Justement, à ce propos, le bishop en question a précisé, il a affirmé que M. Paul Rusesabagina n'avait pas eu le temps de dormir la veille et que c'est pourquoi, quand il est arrivé dans l'avion, il s'est endormi tout de suite. Oui, il est entré dans son organisme pour Fatigué. savoir qu'il était si fatigué qu'il s'endorme tout de suite. Non, non, il a dit qu'il s'est endormi après avoir bu un verre d'eau que lui a servi une hôtesse. Je pense d'ailleurs que l'équipage de cet avion n'est pas un équipage ordinaire. Un avion qui est commis à l'enlèvement d'une personnalité comme Paul Rusesabagina, c'est un équipage qui est dans le coup, qui doit être dans le coup, qui sait ce qu'il fait. C'est un équipage qui n'a pas le droit à l'erreur. Une autre hypothèse, c'est que dans l'avion, il se soit trouvé d'autres personnes. Que l'hypothèse de Paul qui boit un verre d'eau et qui s'endort ne correspond peut-être pas à la réalité. Peut-être qu'il a été violenté. Toujours est-il qu'en arrivant à Kigali, poursuit l'évêque, Paul se serait retrouvé sur le tarmac de l'aéroport. J'aimerais bien voir les images de Paul qui descend de l'avion à Kigali. Moi, j'ai tendance plutôt à penser il était endormi dans l'avion et qu'à l'arrivée à Kigali, eh bien, il a été immédiatement saisi par ses kidnappeurs et envoyé quelque part parce que d'après le témoignage de Paul Rusesabagina, en fait, il s'est retrouvé dans une pièce dont il ne connaissait pas, il ne savait pas où il se trouvait, il était couché par terre, les mains liées, les pieds liés, un masque sur la bouche, ou plutôt sa bouche était sans doute pour l'empêcher de parler, on lui avait mis des éléments pour l'empêcher de parler, il avait les yeux bandés, tout était bouclé sur Paul. Pendant 3 jours, il n'a pas bougé, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Après son arrivée à Kigali. Tout ça, ce sont des éléments qui portent à croire que le scénario raconté par ce pasteur est complètement faux. Complètement faux. Ensuite, tout de même, on se rappelle que quelques jours avant ce procès, le ministre de la Justice, M. Johnson Busingye, avait, lui, en tant que ministre et en tant que chef des services de police du Rwanda, il avait avoué que le gouvernement était à l'origine de ces kidnappings, que c'est eux qui avaient tout financé du début à la fin. Donc, en fait, même si le scénario qu'il raconte était vrai, ça ne change rien. C'est un enlèvement forcé. C'est une disparition forcée d'une personne pendant un certain laps de temps, quelques jours en l'occurrence, entre Dubaï et le jour où Paul s'est réveillé. Et donc, pour nous, la procédure est d'ores et déjà entachée de vices. Et un vice qui devrait empêcher le procès de se poursuivre. Mais nous sommes au Rwanda, la justice rwandaise ne prête pas beaucoup d'attention à la procédure. L'essentiel, c'est qu'il soit bâillonné, qu'il soit empêché de faire quoi que ce soit, et qu'il passe des années en prison ou qu'il meure. Parce que ce que les téléspectateurs ou nos auditeurs ne savent pas, certains, c'est que Paul a été empêché de prendre ses médicaments, alors qu'il est astreint, alors que son médecin lui demande de prendre des médicaments tous les jours. Il a passé des jours et des jours empêché de prendre ses médicaments, y compris lorsque sa famille lui a fait parvenir au Rwanda. Ils ont préféré lui donner à la place d'autres médicaments, alors que son médecin avait insisté pour... alors, une autre faille quand même dans la procédure, c'est que, et ça, Paul Rusesabagina l'a dit, le ministre Busingye l'a confirmé, chaque fois que Paul a eu des communications avec sa famille ou avec ses avocats, eh bien, la police était là. Elle suivait tout, elle écoutait tout. Et ils enregistraient tout. Donc, tout ça porte à croire, et je pense que la suite le dira d'ailleurs, que ce procès, à mon avis, devrait s'arrêter, ou en tout cas devrait déboucher sur tout simplement la libération de Paul Rusesabagina. Une autre chose qui m'a frappé, c'est la complaisance du tribunal,
la complaisance de la cour à l'égard de l'évêque Niwomungere. L'archevêque, pardon, monseigneur, l'archevêque Niwomungere, on lui a posé 2 questions pour savoir qui il était. Quel est votre nom? Votre âge, je crois. Le nom des parents. Et puis c'est tout. On ne lui a pas demandé quelle est sa nationalité. Tout le monde se demande s'il est rwandais, s'il est burundais, parce qu'il a dit qu'il résidait en Belgique, mais qu'il avait vécu au Burundi. Est-il rwandais? Est-il burundais? Est-il belge? Est-il quoi? Je ne sais pas. En tout cas, il y avait vraiment un vide, un manque réel de volonté de la part de la Cour pour permettre aux gens de le connaître davantage. Et lui, évidemment, il est entré dans ce jeu, il n'a pas dit grand-chose. Il aurait pu se présenter quand même s'il n'est pas astreint au serment traditionnel des témoins. Voilà, ce sont des observations que je fais. Oui, je vous remercie. Voilà. Oui, je vous remercie. Le reste, on suivra la procédure, on suivra ce qui se passe au tribunal. Oui. Et, naturellement, c'est... Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est un procès, à mon avis, qu'on va suivre de près, surtout que c'est un procès qui a vraiment un retentissement international. Nous avons vu à différents niveaux, notamment ici en Belgique, où les membres des députés européens, de l'Union européenne, ont carrément demandé, sinon le relâchement de M. Rusesabagina, de le libérer immédiatement, ou du moins espère qu'il y aura un procès équitable. Et nous avons vu au niveau des États-Unis aussi, surtout au niveau du Congrès américain, il y a eu beaucoup de sénateurs qui ont écrit ouvertement au président de la République pour libérer carrément Paul Rusesabagina. Il y a tellement d'autres organismes ou organismes internationaux qui luttent pour les droits de l'homme, qui suivent de près ce procès qui, je suis certain, va avoir un impact sur les relations entre le Rwanda et différents pays, notamment les grandes puissances de ce monde, entre autres les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne. On va suivre ça de près. Un autre procès qui pour le moment aussi fait parler beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre, c'est l'affaire Ida Mangé. Cette dame de 42 ans, Ida Mangé Diamugwiza Yvonne, de 42 ans, qui un bon matin s'est levée et a commencé à s'exprimer, à parler, à dire, à essayer d'exercer son droit que lui accorde la constitution rwandaise et différentes lois du Rwanda et internationales, et à donner ses idées, ses points de vue sur la façon dont le pays est gouverné. Notamment, c'était au moment où il y avait le lockdown, où tout le monde était enfermé chez soi. Alors, elle disait que si on enferme les gens chez eux, dans leur maison, soi-disant pour les protéger contre le Covid-19, qu'il risquait d'y avoir plus de morts par la faim que par le Covid-19. Il a parlé aussi d'autres sujets, notamment le niveau d'enseignement au Rwanda, les disparitions forcées, justement, et tout ça. Et il s'est retrouvé arrêté aussi d'une façon qui n'est pas très réglementaire, mais ça, c'est la loi qui va décider. Mais la façon dont il a été arrêté, c'est ça qui se trouve devant les juges maintenant. Mais je viens d'apprendre ici que tout à l'heure, il n'y a même pas une heure, parce que, faisons remarquer que la semaine passée, il était passé devant le juge pour voir s'il doit rester en prison pour suivre son procès. Elle demandait d'être carrément relâché parce qu'il n'avait aucune raison. D'un côté, il avait été arrêté d'une façon qui ne suit pas qui ne conforme aux lois du Rwanda, et d'autre part, elle affirme qu'elle n'a rien fait qui nécessite l'arrestation ou alors d'être traînée devant les tribunaux. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que le tribunal devant lequel elle s'était présentée la semaine passée vient de décider qu'elle doit rester emprisonnée pendant 30 jours, le temps de boucler l'enquête et pouvoir la traduire devant la justice. Cette dame, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui vous a inspiré? D'abord son arrestation, et puis
en peu de mots, évidemment, parce que c'est aussi un autre procès qui est en cours, qu'on va suivre, dont on va suivre vraiment l'évolution. Mais cette dame qui s'est exprimée, donc, qu'est-ce qu'elle vous inspire et surtout son arrestation, et notamment qui vient d'être confirmée par le tribunal qu'elle doit rester au moins 30 jours en prison, le temps de suivre, de boucler son enquête. Que vous inspire tout ça, monsieur l'ambassadeur? Je vais d'abord parler de Madame Yvonne Ida Mangué, que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de cette courageuse femme, jusqu'au jour où elle a commencé à sortir des vidéos sur YouTube. Et tout le monde est tombé de très haut. Hein. On ne pensait pas qu'une dame inconnue du grand public, inconnue dans le périmètre ou dans l'espace politique du Rwanda, fasse des analyses aussi pointues et aussi courageuses. Elle a disséqué la situation dans notre pays, elle a tout dit en quelques vidéos, elle a dit ce que nous disons depuis plus de 20 ans sur la situation dans notre pays. Elle a dénoncé les injustices, les discriminations. Elle a dénoncé les décisions prises à la hâte par le gouvernement, notamment à cette période de Covid. Parce que les populations en ont assez, je pense que les gens sont en train de mourir, disait-elle, sur les collines et dans la ville de Kigali, parce que les gens n'arrivent plus à manger. Tout simplement, ils sont enfermés chez eux. Ils n'ont pas de salaire pour la plupart. Et elle a prouvé que, au contraire des ministres et des autres autorités du pays qui sont payés gratuitement aujourd'hui alors qu'ils ne travaillent pas, les populations, elles, peinaient à manger une fois par jour. Et puis, elle a quand même sorti aussi, vous venez de le dire, des choses politiques. Elle est entrée dans le domaine, dans la sphère politique, en parlant du chef de l'État, en parlant de la disparition du président de la République, en parlant de beaucoup d'éléments. Donc, tout le monde dit qu'elle est sortie de nulle part. Mais non, elle est comme beaucoup de Rwandais. Elle est tenue au silence par les lois, par la terreur et par les excès de toutes sortes de la police rwandaise. Et puis un jour, elle en a eu assez, elle a dit « je vais me sacrifier, je vais parler au nom de mon peuple ». C'est comme ça que les héros naissent. Les héros ne naissent pas nécessairement à leur naissance réelle. Un jour, le héros, il dit « le moment est venu que les gens sachent ce que je pense et ce que je peux faire ». Et elle l'a fait. Nous, qui sommes à l'extérieur, nous avons même été surpris que quelqu'un qui se trouve au Rwanda puisse dire plus que nous n'avons jamais dit. C'est vraiment une femme très, très courageuse. Si on la met sur l'échelle des 10 heures de vérité, eh bien, elle sera certainement en tête. Ce qui a agacé plusieurs personnes, y compris d'ailleurs des gens qui ne devraient pas être gênés par son discours. Et ça, c'est un autre chapitre. Ce que moi et les autres, mes camarades de lutte, ce que nous disons, c'est que nous la soutenons à 100%. Mais nous ne voulons pas la mettre en danger. Il faut que le gouvernement rwandais sache que Ida Mangué ne travaille pas avec l'opposition extérieure. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a pensé utile pour le peuple rwandais. S'agissant de la procédure, maintenant ils viennent de confirmer son maintien en prison hein, et les tortures qu'elle subit tous les jours d'ailleurs, parce qu'elle est toujours menottée, jour comme nuit, alors que ses enfants sont seuls à la maison. Elle a à plusieurs reprises allégué, plutôt invoqué justement la situation de ses enfants qui sont seuls, dont elle ne connaît pas la situation actuelle, mais personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Tout ce que je peux faire, c'est vraiment de demander au gouvernement rwandais de faire attention, de ne pas pousser trop loin, parce qu'il y a beaucoup d'Ida Mangué qui attendent en silence, mais qui un jour vont certainement se révéler et faire ce qu'elle a fait. J'écoutais l'autre jour M. Jean-Damascène Bizimana,
secrétaire exécutif du CNLG. Le CNLG, c'est le... rappelez-moi l'abréviation, Célestin. C'est la Commission nationale de lutte contre le génocide. Voilà, c'est la Commission de lutte contre le génocide, Commission nationale de lutte contre le génocide. Eh bien, le secrétaire exécutif de cette commission, en parlant d'elle, elle a dit d'ailleurs, elle n'est pas seule au Rwanda, elle n'est pas seule. Et il y a même des Ida Mangé à l'étranger, a-t-il conclu. Et là, cité quelques noms, je préfère ne pas y revenir. En tout cas, je suis sur la liste de ces Ida Mangé. Non, je ne mérite pas d'être... non, pas, on ne joue pas dans la même catégorie. Ida Mangivon, elle est dans la catégorie au-dessus. Tout ce que j'ai appris d'elle et que je l'ai emprunté, c'est parfois d'exhiber son arme, ses armes. Elle, son arme, c'est la Bible. Et ça a coïncidé au moment précisément où j'annonçais ma plainte contre le sieur Alain Gauthier. Et moi, j'ai annoncé que mon arme sera désormais la loi. Les codes et lois de France, les codes et lois du Rwanda et d'ailleurs. Et ça doit être notre arme, nous les défenseurs de la liberté. Nous devons traquer tous ces terroristes intellectuels, tous ceux qui veulent nous empêcher de parler dans des pays de liberté, tous ceux qui nous diffament, tous ceux qui veulent nous empêcher de parler, de nous exprimer dans les pays qui nous ont accueillis. Ce sera cette Bible, notre Bible, ce sont les lois de France, de Belgique, d'Allemagne, et nous devons dire désormais à tous ces menteurs, à tous ces persécuteurs, qui ne s'en sortiront pas. Bizimana peut nous traiter de tous les noms en étant à Kigali, parce qu'il sait que les lois rwandaises ne nous permettent pas d'agir contre lui. Mais ceux qui sont avec nous ici, ceux auxquels je m'adresse, les Français, les Belges, ceux qui traitent une catégorie de Rwandais de nazis, il ne faut pas que ça recommence. Nous devons les arrêter en passant par les lois de nos pays respectifs, de leur pays, qu'ils sachent que Paris, ce n'est pas Kigali, Bruxelles n'est pas Kigali, Berlin n'est pas Kigali, Washington n'est pas Kigali. Et j'invite vraiment tous les Rwandais, tous ceux qui ont des choses à dire, je les invite à ne plus avoir peur, de prendre leur code en main, de le lire, de lire les lois des pays dans lesquels nous sommes, et de trouver des arguments pour faire taire ces persécuteurs. En plus, dont on sait qu'ils travaillent pour le gouvernement de Paul Kagame. C'est un autre élément. On doit pouvoir le faire. On doit le faire. S'il faut mettre en place un mécanisme ou un dispositif qui nous permet de faire face aux charges et aux frais induits par les procédures, eh bien, nous devons le faire. Il n'y a pas une solution alternative, sinon ce régime va nous manger jusqu'au dernier. C'est ce que je tenais à dire par rapport à tous ces procès qui nous tombent dessus. Ça, c'était notre procès justement qu'on va suivre de près pour voir où il va conduire. Un autre sujet qui a marqué l'actualité au Rwanda, c'est ce qu'on a trouvé sur le compte Twitter, même de différents dirigeants, notamment du président de la République rwandaise, M. Paul Kagame, qui disait qu'il avait reçu à son bureau M. Charles Michel, qui est le président maintenant du Conseil européen, et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo. Et il a même reçu un député, tout à l'heure on parlait des parlementaires européens, il a aussi reçu une parlementaire du nom de Chrysoula Zakharopoulou. Et on nous a dit officiellement que cette visite tournait autour justement du système COVAX, qui est un mécanisme qu'on a mis en place pour pouvoir permettre aux pays africains d'accéder au vaccin contre le Covid-19. Et Paul Kagame disait que, oui, lors de ces rencontres, qu'ils ont parlé justement de ce sujet, il était content
d'être parmi les pays qui ont bénéficié des premiers vaccins. Mais il y a certains qui se sont posés quand même quelques questions, qui se disaient, mais la coïncidence entre la visite de la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ainsi que la venue au Rwanda de M. Charles Michel avec cette parlementaire européenne, il y a certains qui ont pensé plutôt que c'était pour aller demander au président lui-même, de lui demander de ce qui se dit ces derniers temps. Rien que sur ces deux, trois derniers mois, on a constaté beaucoup d'événements qui posent beaucoup de questions, notamment ce qu'on appelle le Universal Periodic Review, UPR, qui, vers le 25 janvier de cette année, a pointé du doigt certains points qui ne coïncident pas vraiment à ce qu'on attendait du Rwanda, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et le respect de la libre expression de ses idées, la presse, les différentes disparitions forcées. Et tout ça, ça a été relevé par ce UPR de cette année-ci. Tout à l'heure, j'allais toucher un mot, on disait que le Parlement européen c'était le 11 février cette année-ci, qui parlait justement de l'enlèvement ou du kidnapping de M. Rusesabagina et qui demandait carrément qu'on examine de près la façon dont cette arrestation s'est déroulée. Et pas plus loin, vers le 18 décembre 2020, dans l'année passée, nous avons vu que beaucoup de membres de congressmen, qu'on appelle ça aux États-Unis, donc c'est-à-dire les parlementaires ou les sénateurs américains, ont écrit une lettre officielle carrément au président Paul Kagame en lui demandant carrément qu'il relâche carrément M. Paul Rusesabagina. Il y a récemment aussi, il y a eu, ça on ne veut pas l'oublier, le décès de l'ambassadeur d'Italie en RDC, donc en République démocratique du Congo, qu'on a vite fait d'accuser le FDLR. Je dis bien, on a vite fait d'accuser le FDLR, que c'est eux qui étaient responsables de cet assassinat, mais les enquêtes sont toujours en cours, donc on ne sait pas qui a assassiné cet ambassadeur d'Italie en RDC. Donc, tous ces points qui ne sont pas quand même négligeables, il y en a qui pensent que c'est surtout pour ça que ces trois personnalités se sont rendues au Rwanda et on dit officiellement que c'était pour parler du COVAX, mais que c'était principalement pour évoquer ces points. Et il y en a d'autres que je n'ai pas cités. Cela, je les ai cités à titre d'exemple. J'aurais aussi pu dire des différents rapports de Human Rights Watch, pardon, et d'autres organismes internationaux qui luttent pour les droits de l'homme. Ça, on va en parler dans le point suivant. Mais il y a tellement de points que les gens pensent plutôt que c'est ces points-là qui ont été abordés lors de cette entrevue entre M. Charles Michel, Louise Mushikiwabo et cette députée européenne, ainsi que le président, et avec le président Paul Kagame. Mais vous, monsieur l'ambassadeur, vous qui êtes diplomate et qui avez une certaine expérience dans toutes ces relations, dans tout ce qu'on doit dire officiellement et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait officieusement ou alors off, si je peux ainsi dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur l'ambassadeur, de cette visite au Rwanda? Vous avez pratiquement tout dit. Hein. Ça, c'est des scénarios que certains avancent pour expliquer cette avalanche de visites, aussi inattendue que surprenante. Vous savez, on n'a pas l'habitude de voir le président du Conseil européen rendre visite à un pays africain, accompagné de la secrétaire générale ou du secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Pourquoi pas le secrétaire général du Commonwealth?
Pourquoi pas le président de l'Union africaine? Donc, c'est inhabituel. Tout ça, je pense que c'est monté. On saura un jour celui qui a monté cette opération parce que certains parlent déjà d'une opération qui couvre autre chose. Vous savez, depuis plusieurs mois, il y a des gens qui se sont offerts pour dire certaines vérités, vraies ou fausses, ces vérités-là, je ne sais pas, ou fausses, et pour dire, et ils prétendent que le président Kagame serait mort, qu'il ne serait pas en vie. Vous savez, moi, je ne suis pas dans cette école-là de... ça ne m'intéresse pas de savoir si le président est vivant ou pas. Il a le droit d'aller où il veut. Tout ce que je sais, c'est que son régime tue, massacre les Rwandais tous les jours, les Congolais. Qu'il soit vivant ou mort, en tout cas, son nombre est là. Et ses crimes se poursuivent. En revanche, ce qui m'a beaucoup surpris, plutôt déçu, c'est le contenu des messages portés par ces hautes personnalités aux autorités rwandaises. Dans les comptes rendus qui sont sortis de ces visites, nulle part il ne ressort, par exemple, les violations des droits de l'homme, précisément. Il y a quelque temps, vous l'avez dit, les députés européens elles ont montré leur agacement. Les députés ont dénoncé et condamné même, pour beaucoup, les graves violations des droits de l'homme au Rwanda, passé comme actuel. Mais pas un mot du président du Conseil. Le Rwanda, qui est un pays normalement francophone, puisqu'il fait partie de la francophonie, a supprimé l'utilisation de la langue française dans l'enseignement de notre pays. Eh bien, voilà la secrétaire générale de l'organisation francophone, dont un des premiers objectifs est de défendre et de faire la promotion de la langue française. Elle va au Rwanda, elle rencontre le président qui est à l'origine de cette décision, en fait, de suppression du français. Mais, monsieur l'ambassadeur, peut-être... Et pas un mot, on ne dit pas qu'elle l'aurait... Elle n'a même pas évoqué... Moi, de préciser, monsieur l'ambassadeur, que justement, avant de commencer de briguer cette place, si on a brigué cette place, si on a demandé cette place de secrétaire général de l'OIF, le Rwanda quand même a rétabli l'enseignement du français au niveau du secondaire quand même. Ça, oui, mais là, le Rwanda a supprimé l'utilisation du français dans l'enseignement. Ne reste que l'anglais. Ah oui, bien sûr, l'année dernière, pendant que Louis Mouchikwa a été Rwanda, ah oui, oui, cette décision a été prise l'année dernière. Le Kinyarwanda qu'il a supprimé, il a mis la place. Le Kinyarwanda est le français, Célestin. Je pense que on n'a pas bien suivi, on n'a pas suivi les mêmes décisions. C'est le français et le Kinyarwanda. L'enseignement ne se donne plus qu'en anglais. Donc, vous voulez dire que pour le moment, tous les enseignements au Rwanda ne se font qu'en anglais? En anglais. Si je me trompe, je vais m'en excuser après, mais c'est un processus que je crois avoir suivi. Et nous avons même écrit à la secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie, Madame Louise Mouchikwa, au niveau du groupe d'initiative France-Rwanda. Évidemment, on n'a jamais eu de réponse. Ce n'est pas normal que la langue française, pour un pays censé avoir les rênes justement de l'organisation inter-État des pays francophones, ce n'est pas normal que cette organisation se taise devant des décisions pareilles. Sinon, elle ne sert à rien. Sinon, la secrétaire générale ne sert à rien. Et surtout, elle va à Kigali pour parler Covid, c'est bien. Mais est-ce que les préoccupations des Rwandais aujourd'hui ne sont que Covid, 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 vaccination, vaccination? Pourquoi d'ailleurs les deux sont partis en même temps? Qui a pris, qui est à l'origine, qui est à l'initiative de cette visite? Moi, j'aurais tendance à croire que c'est Madame Louise Mouchikwa. Parce que vous savez, Charles Michel, c'est quand même un très proche du gouvernement rwandais, du régime de Paul Kagame. C'est connu, hein, c'est pas
Non, non, je ne lui prête pas des intentions. Oui, 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 j'en ai d'ailleurs parlé lors de nos émissions de mardi passé, justement. Je parlais des gens qu'un écrivain, l'écrivain italien désignait carrément de laquais du pouvoir, laquais de Kigali. Tandis que d'autres gens pensent que ce sont les parrains ou sont les défenseur. Mais cet auteur, M. Carrero, je crois, si je me rappelle bien de son nom, il disait que ce sont plutôt comme ces employés, je ne veux pas aller jusque-là, des esclaves, parce qu'ils sont payés pour. Il avait précisé vraiment. Moi, je n'irai pas jusque-là parce que On je n'ira vous pas ai jusqu'à dit que là. je Mais lui, viens. il avait utilisé le mot laquais, Moi, je n'irai pas jusque-là. Oui. On parlait en fait de M. Carrero, c'est un Espagnol, hein, c'est un ancien candidat au prix Nobel de la paix. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Carrero, c'est quelqu'un que je connais très bien. Oui. Il l'a dit, s'il l'a dit, c'est qu'il le pense. C'est un homme très, très courageux qui a toujours, de toute façon, soutenu la voie de la démocratie et de la liberté dans le monde entier. Ce n'est pas qu'au Rwanda, hein, c'est aussi en Amérique latine avec son ami, l'autre candidat argentin au prix Nobel de la paix et beaucoup d'autres. Ils ont aussi un réseau d'aspirants prix Nobel de la paix et qui suivent l'actualité de nos pays. Ouais, en tout cas, en ce qui concerne ce qu'il disait dans cet article, vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui a des informations et puis qui ne se laisse pas entraîner par la doxa de Kigali. Oh, Le temps de rassurez-vous. réfléchir. C'était pour ça qu'il D'abord, il a l'âge qu'il faut pour ne plus se laisser impressionner. Et c'est un homme très, très, très courageux. C'est un diseur de vérité, M. Carrero. Oui. Celui qui vous parle de M. Carrero l'a rencontré des dizaines de fois. Donc, je le connais très, très bien. Jusque chez lui à la maison. Donc, on parlait c'est pas quelqu'un qui peut être accepté d'être un suiveur. C'est un leader d'opinion, ce monsieur-là. Non, justement, je renverrai vraiment aux gens de suivre, les auteurs de radio, de suivre l'émission que j'ai fait la semaine passée sur cet article-là. Mais ici, on parlait justement du clan Michel, parce qu'il parlait des clans. Les clans Clinton, les clans Tony Blair et le clan Michel ici en Belgique. Et il les explique bien. Et les gens qui ne font que suivre peuvent vraiment ouvrir de grands yeux quand ils voient ce que ce monsieur Carrero parle, de quoi il parle. Mais ici, justement, nous essayons en train de parler de cette visite. Ne nous écartons pas du sujet, même si c'est un rapport. Mais... Moi, j'ai préféré parler de M. Carrero plutôt que de M. Michel. Mais je sais aussi que Michel, la famille Michel, c'est une famille très proche de la famille Kagame. C'est connu du monde entier. Les Rwandais le savent, les Congolais, surtout les Congolais le savent. Et je pense que ce que le président actuel, Charles Michel, devrait faire, c'est de nous écouter. Parce que nous nous sommes déjà adressés à lui. Nous avons écrit des lettres dans certaines de nos associations. Le cadre de concertation de la société civile et des partis politiques en exil lui ont adressé des courriers pour le sensibiliser sur la situation des droits de l'homme au Rwanda. Alors, moi je pense, peut-être qu'on ne le dit pas dans la presse, mais qui nous dit qu'il n'a pas parlé au président Kagame? Qui nous dit qu'il n'a pas donné des conseils d'amis? Peut-être qu'il est assez courageux pour dire à son ami, écoute, cher président, il faut changer, il faut vous conformer à la doxa internationale, cette fois-ci la doxa internationale dans le sens positif, j'y crois. Lorsqu'on voit comment les Américains, les Anglais et autres ont déjà entrepris de dire la vérité, certaines vérités bien sûr, à Paul Kagame, on comprend que la suite va venir très très vite. On comprend que demain, la communauté internationale pourrait ne pas hésiter à faire payer à Paul Kagame les crimes qu'il a commis dans la région. Ou alors tout simplement à lui dire de passer le relais à d'autres. Je pense que cette étape-là est peut-être proche d'ailleurs.
Je vais même vous faire rire peut-être, parce qu'on a besoin parfois de se rire. Il y en a qui disent que le président du Conseil européen était allé avec Louise Mushikiwabo pour la recommander comme future présidente du Rwanda. Les Rwandais, ils ont de ces idées, ils l'ont écrit sur Internet, on le dit partout. Ben, écoutez, je ne sais pas si ce serait un mieux pour notre pays. Bah, justement, j'en ai entendu parler, mais c'est que des rumeurs. Et surtout, pensons qu'à un certain moment, le président Kagame lui-même a souhaité, il a dit ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles, qu'il aurait souhaiterait que ce soit une femme qui le remplace, ou alors à un certain moment au Rwanda, ce soit une femme qui soit à tête du pays. Il l'a dit de façon allusive comme ça, mais il y a fait allusion. Est-ce que c'est dans cet ordre-là, dans cet ordre d'idées qu'ils sont allés à Kigali? Ça, nous n'en savons rien. Les femmes, il y en a plusieurs. Hein. Certains parlent de Jeannette, son épouse, ou d'Ange, sa fille. Hein. Donc, il n'y a pas que Louise Mushikiwabo. Peut-être que le président Kagame pensait plutôt à son cercle familial. Hein. On ne sait jamais. Oui. Mais justement, il faut quand même voir quelqu'un qui a une envergure de Madame Louise Mushikiwabo. Par contre, l'air de rien, cette dame, même si on n'aime pas le lièvre, il faut dire quand même reconnaître qu'il sait courir. Il a quand même occupé quelques postes, rien de rien. Il a été ministre des Affaires étrangères. Le poste qu'elle occupe pour le moment, c'est un poste d'envergure, on va dire, internationale, de façon qu'il serait beaucoup mieux que, par exemple, sa fille Ange Kagame. Ça va de soi. Justement, si c'est le dossier qu'ils allaient aborder avec Paul Kagame, peut-être que Louis Michel, c'est la même chose, c'est le père, que Charles Michel lui dit, bon, tu sais quoi, partout qu'on te fait, s'il faut que vous cédiez le pouvoir, on pense que madame ferait bien l'affaire. Et elle serait beaucoup plus facile à présenter au niveau international. Mais ça, ce sont des conjectures, nous n'en savons rien du tout, je le répète. Je crois que c'est une plaisanterie de la part de certains de nos compatriotes. Hein. Oui. Et nous, on ne sait pas ce scénario qu'on attend. Le scénario qu'on attend, c'est que le président Kagame quitte le pouvoir avec toute son équipe et que restent ceux qui sont prêts à travailler avec les autres Rwandais. C'est-à-dire ce que les Rwandais appellent Agatsiko. Agatsiko, c'est la clique qui dirige notre pays aujourd'hui. Il est vraiment temps qu'elle quitte le pouvoir et que la démocratie règne sur les mille collines. C'est ça le souhait des Rwandais. Ce n'est pas que Louise Mushikiwabo vienne remplacer, parce que vous savez, elle a beau avoir occupé des postes, mais c'est la même dame aussi qui se réjouissait de la mort de Kizito Mihigo. C'est la même dame qui disait qu'un chien, que Karegeya avait vécu comme un chien, qui devait mourir comme un chien. Vous savez, ça laisse des traces. On n'a pas besoin d'un Kagame en robe ou en jupe. On a besoin d'une personnalité, ou on a besoin d'un système, on a besoin d'institutions qui laissent un espace de respiration aux Rwandais, aux compatriotes, et qui finalement s'ouvrent pour laisser entrer toutes les sensibilités politiques de notre pays. Politique et communautaire d'ailleurs, parce que c'est un mix c'est un mix de consensus. Il y aura un consensus qui, je pense, devrait découler d'un dialogue national, qui devrait découler d'états généraux pour reconstruire un nouveau pays. Après Kagame, ça ne peut pas être autrement. On n'attend pas quelqu'un ou quelqu'une. On attend un système avec des institutions fortes, mais qui laissent de la place à tout le monde. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, à ces précisions. Il nous reste encore deux points. Celui qui est en rapport, justement, tout à l'heure, vous en parliez. La Commission nationale de lutte contre les génocides va publier un livre sur, justement, le génocide pour expliquer vraiment l'historique, la façon dont ce génocide a commencé, tout ce qui s'est passé, les gens qui ont pris part, qui l'ont exécuté, qui l'ont conçu et puis qui l'ont exécuté.
Il y a Planifier, vous avez oublié planifier d'après vous. planifié, ça aussi, merci. Donc, qui vont vraiment un livre qui ils pensent que c'est un livre qui va être vraiment un livre de référence sur le génocide contre les Tutsis. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, monsieur l'ambassadeur, parce que je l'ai lu dans les différents médias au niveau national, même international. J'ai même vu l'interview que monsieur le secrétaire général, le secrétaire exécutif de la CNLG a donné aux médias. Et c'est pas, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous pose des questions? Ça vous laisse des interrogations? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'ambassadeur? Ben, écoutez, j'ai suivi en direct la présentation de ce livre par le secrétaire général de la CNLG, monsieur Jean-Damascène Bizimana. Écoutez, je suis un client assez régulier pour le connaître suffisamment, parce que dans tous ses discours, dans toutes ses interventions, il ne manque pas de me taper dessus, de me stigmatiser en m'accusant de tous les noms. Eh bien, j'ai suivi ça. La première impression que j'ai eue, est-ce qu'elle est la bonne, est-ce qu'elle n'est pas la bonne, c'est que le régime rwandais est aux abois, en fait. Ils font un amalgame terrible. La définition du génocide, ils l'ont transformée. Ça, c'est un. Alors que cette définition découle de la Convention internationale de 1948. Eux, ils ont déjà créé leur notion de génocide à la rwandaise. Ils ajoutent des éléments qui ne sont pas prévus par cette Convention internationale. Alors, ils contreviennent en même temps à tout ce qu'ils ont dit auparavant. Ils changent les dates quand ça les arrange. Rappelez-vous, j'ai fait des émissions avec vous en parlant du tripatouillage, justement, en parlant de ce changement de période du génocide commis contre les Tutsis. Alors que sur le plan international, dans les résolutions des Nations Unies, le Rwanda a toujours insisté pour qu'on affirme et qu'on décide qu'il a commencé, ce génocide a commencé le 7 avril 1994. Cela a été acté, accepté par les Nations Unies, accepté par des pays comme la France, la Belgique et autres qui ont adapté cette volonté du Rwanda qui a finalement été acceptée par tout le monde. En France, ils ont arrêté, il y a eu un arrêté présidentiel du président Macron le 13 mai 2019, je pense, que désormais, le 7 avril serait une journée de commémoration et de mémoire pour les victimes du génocide des Tutsis. Bon, nous, en France, nous avons dit c'est très bien, c'est une très bonne décision. Mais, Monsieur le Président, pensez aussi aux victimes des mêmes crimes qui sont peut-être qualifiés autrement de certains autres Rwandais. N'entrez pas dans la logique discriminatoire que le gouvernement rwandais utilise. Nous avons écrit au président Macron. Justement, à ce propos, permettez-moi de vous couper un tout petit peu la parole, parce que nous avons suivi récemment aussi, dans un journal américain ou britannique, ça ne me revient pas le titre du journal, mais où le président Kagame, justement, affirmait, et je cite plus ou moins, parce que qu'il y a eu des massacres des Hutus, mais il a vite précisé que c'était des massacres, ces Hutus qui ont été tués n'ont pas été tués parce qu'ils étaient Hutus. Ça, il a bien précisé. Moi, j'ai vu, c'est pas ce que j'ai lu, excusez-moi. Vers... Je n'ai pas lu la même chose, Célestin. Oui. Moi, dans ce journal, je n'ai pas vu le terme tuer. Le président Kagame, d'après son interlocuteur qui a fait l'article, qui a écrit l'article, le président Kagame n'a jamais dit des Hutus tués. Non, il a dit morts. Ils ne sont pas morts comme de mort naturel. Oui, mais il n'a pas dit qui les a tués. Moi, je pense que le président Kagame voulait parler des Hutus tués par les Interahamwe au moment où le génocide des Tutsis se commettait. Le président Kagame, c'est vrai que nous aimerions qu'il le dise, mais on ne doit même pas attendre ça. Ce n'est pas lui qui décide dans quelle direction les victimes doivent s'orienter. Ce sont les parents, les familles de ces victimes Hutus qui doivent
parler de leurs parents. Ce n'est pas le président Kagame qui doit avouer ou pas. Les victimes savent, les gens de Byumba qui ont perdu les leurs de 90 à 94 et même après, savent que dans les régions, le FPR régnait en maître absolu, que les Interahamwe n'ont jamais mis les pieds là-bas, dans ces zones-là, et que c'est le FPR qui a tué leur famille. Le président Kagame, il ne voit jamais. Il ne faut pas qu'on soit des naïfs. Certains ont sauté dessus, mais moi je dis non, non, non. Le président Kagame n'est pas une référence. Hein. On ne peut pas dire, oui, le président a fait un pas. Non, non, moi je n'y crois pas. Ce n'est pas un pas du président Kagame. Il sera obligé de subir la loi de la justice et de l'équité. Les victimes vont avoir le droit de parler, leurs familles vont porter plainte, leurs familles devraient bénéficier des mêmes droits que les autres parents des victimes, Tutsis, Twa et Hutu, et même, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de Tutsis qui ont été tués par le FPR et qui n'ont pas le droit de commémorer les leurs. Et donc, pour revenir au rapport de la CNLG, il y a, oui, à son fameux livre, oui. Il y a beaucoup de connotations qui, si on était entre blanc et noir, seraient appelées des connotations racistes. Est-ce que vous avez, comme moi, entendu M. Bizimana, lorsqu'un journaliste lui a posé une question sur la présence d'un Tutsi à la tête des Interahamwe, en l'occurrence M. Robert Kajouga, un journaliste assis devant M. Jean-Damascène Bizimana lui a dit « Mais monsieur le secrétaire général, vous nous dites que les Hutus ont commis un génocide, mais pourtant leur chef c'était un Tutsi. » Alors le secrétaire général, au lieu de répondre intelligemment en disant « Vous savez, il peut y avoir des criminels dans tous les groupes ethniques. » Il a dit non. Il a dit d'ailleurs, il paraîtrait que Robert Kajouga ne soit pas un Tutsi. Ouais, c'est tellement maladroit, c'est tellement gros. C'est tellement... c'est vraiment incroyable qu'une personnalité rwandaise puisse répondre à un journaliste en ces termes. C'est comme pour dire, non, 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 un Tutsi ne peut pas avoir commis un crime. Pourtant, tout le monde connaît la famille Kajouga. Robert n'a jamais, alors qu'à l'époque, c'était la majorité Hutu, comme on disait, qui gouvernait le pays, Robert Kajouga aurait eu intérêt à se faire passer pour un Hutu. Il ne l'a jamais fait. Sa famille, il avait des frères, Rousse et les autres. Ils n'ont jamais prétendu être des Hutus. Ils ont toujours été Tutsis. Leur papa, le pasteur, ou en tout cas quelqu'un qui était très important dans son église, le vieux Kajouga, qui a été tué avec les autres, eh bien, il était Tutsi. Pourquoi Bizimana écarte aussitôt la question du journaliste pour dire non, 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 en fait, c'est plus un Hutu que Tutsi. Certains pensent que c'était un Hutu. Ouais, le genre de bêtises qu'on peut débiter lorsqu'on dirige un pays dans une logique ségrégationniste. Ça a été remarqué et je pense que nous devons le soulever. On n'a pas le droit de stigmatiser une partie de notre peuple de cette manière-là. De la même façon, il faut savoir que dans toutes les époques, qui a été le patron de l'UNAR en fait? Certains pensent toujours que l'UNAR, c'était un parti Tutsi, mais non. Le chef de l'UNAR, le plus zélé de tous, le Keba, c'était un Hutu, originaire de Tchangougou. Qui était le président du FPR? Le FPR, on dit qu'il était majoritairement Tutsi, oui. Mais le président du FPR, c'était le colonel Kanyarengwe, c'était un Hutu. Donc on ne peut pas... J'aimerais qu'un jour... Jean-Damascène Bizimana dise « Ah, Kanyarengwe, vous savez, on ne sait pas, il était peut-être Tutsi, hein, parce qu'il était du bon côté. » Voilà. Eh bien, moi, ça m'a frappé, par exemple. Et puis alors, tout ce qui a été débité par Jean-Damascène Bizimana sur les négationnistes, c'est vraiment incroyable. Il a affirmé haut et fort que, tout simplement, penser que le FPR, qui a arrêté par ailleurs le génocide, pensait qu'il ait pu commettre des crimes contre les Hutus,
ou contre qui que ce soit, que c'est, disait-il du haut de sa grande tribune, que c'est du négationnisme. Pensez-vous? On parle du génocide des Tutsis. C'est acquis. En ce qui me concerne, par exemple, je n'ai jamais, et je ne peux pas nier le génocide contre les Tutsis, parce que je l'ai suivi, je l'ai étudié en profondeur. C'est un vrai génocide, un génocide. Planifié ou pas, la Convention internationale ne parle pas de planification. Elle dit que l'auteur doit avoir montré l'intention d'exterminer tout ou partie d'un peuple, en l'occurrence les Tutsis. Mais je dis aussi que les Hutus ont été ciblés et qu'ils ont été tués à longueur de mois, d'années, avec l'intention d'en finir, ou en tout cas d'en réduire le nombre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a beaucoup d'anciens officiers du FPR qui étaient à la tâche, qui racontent tout ce qui s'est passé. Il y a notamment l'ancien major Fourouma, qui a écrit un mémorandum que beaucoup n'ont pas lu malheureusement, mais un mémorandum qui rappelle même la base théorique de leur action. Le président Kagame avait mis en place un mécanisme pour réduire le nombre des Hutus. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport, dans le mémorandum rédigé par le major Fourouma après son départ du Rwanda. Donc, il y a tellement de témoignages. Que Bizimana veuille que tout le monde soit négationniste, ça ne doit pas trop nous impressionner. En revanche, nous devons dire non. Et puis, moi, ce que je peux reprocher quand même à nos compatriotes, notamment qui sont en exil ou qui sont dans les organisations de défense des droits de l'homme, c'est de ne pas lire les documents que sort la CNLG. Les 3 dernières années, la CNLG a sorti des rapports partiels, en parlant par exemple, en disant que dans la préfecture de Gitarama, il s'est passé un génocide, voilà comment il s'est déroulé. Mais quand vous le lisez, vous tombez c'est incroyable ce qu'ils disent. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention, par exemple, le rapport qui a été fait sur la préfecture de Tchangougou, où d'ailleurs, dans un chapitre, alors que je n'étais même pas au Rwanda, mon nom est venu, en disant que j'étais influent chez moi, qu'en plus, aujourd'hui, je suis le grand négationniste, que ceci, cela. Mais attendez, qu'est-ce que ça a à voir avec le génocide de 1994? Moi, j'étais en France. Tout simplement parce que j'ai mis en lumière les massacres que le FPR a commis contre les populations Hutus et contre beaucoup de Tutsis qui ne demandaient qu'à vivre. C'est ça le négationnisme aujourd'hui, mais ça va finir bientôt, je pense. Ça va finir. J'encourage vraiment mes compatriotes Hutus, Tutsis à se coaliser pour que la vérité sorte. C'est la vérité sur la disparition des nôtres, tous, qui va nous sauver, qui va nous réconcilier. Autrement, on va continuer à se bagarrer sur fond de sang des nôtres. Oui. Et on ne s'en sortira pas. Le président Kagame ne peut pas nous imposer en permanence son rythme. Il ne peut pas nous mettre contre le mur pour que nous disions chaque fois, je ne suis pas négationniste, je ne suis pas génocidaire. Non. Nous devrions nous-mêmes faire notre mapping report sur les crimes commis par le FPR contre les populations rwandaises. Toutes. Oui. Contre les Hutus, contre les Tutsis, contre les Tutsis. Et là, il va peut-être sentir que la vérité n'est pas de son côté. Je vous remercie. Et je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Et vous avez même souligné un point très important en disant que les Rwandais ne s'intéressent pas, ne lisent pas. Et ça, c'est très malheureux, c'est très regrettable, vraiment de ne pas lire, de ne pas s'informer, de ne pas savoir ce qui s'écrit, ce qui se dit à propos de ce qui se passe chez nous. Vraiment, c'est un point vraiment à surligner en rouge pour appeler les Rwandais à essayer de suivre de près ce qui se passe au Rwanda, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'on a l'impression comme quoi ceux qui ont eu la chance d'échapper à cette tuerie et qui sont arrivés à l'extérieur, qui sont tranquilles, qui ne manquent plus de rien, ils travaillent, ils sont bien, ils sont peinards dans leur maison, ils boivent leur vin et qu'il n'y a plus de problème, quoi. Ça, vraiment, c'est très regrettable. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez des autres rapports qui sont sortis. Je dois aussi préciser que ce livre qui va sortir aussi va mettre l'accent sur les théories qui ont eu lieu, notamment à Butare, surtout dans les hôpitaux qui étaient à Butare, notamment l'hôpital universitaire de Butare et autres.
en mettant en exergue le rôle, soi-disant, ou vrai, ou en tout cas, c'est ce que affirme le livre, le rôle des médecins, des infirmiers et des différents membres d'équipe, des soignants, quoi. Ça, vraiment, il faut vraiment suivre ça de près et essayer de voir. Vraiment, je vous inviterai d'ailleurs vraiment, lorsqu'on aura lu ce livre, de pouvoir y revenir et y faire d'autres émissions pour bien éclairer les gens, pour que les gens puissent comprendre ce qui se dit, ce qui se fait chez nous. Et si vous le permettez, j'aimerais quand même qu'on aborde le tout dernier sujet. Je pense qu'on ne va pas trop traîner là-dessus parce que je vois que le temps est parti à cette partie de nos émissions aujourd'hui est presque finie. C'est un sujet qui a un rapport justement, on doit toujours y revenir, en rapport avec les droits de l'homme. On a vu récemment que Human Rights Watch et d'ailleurs 37 autres organisations qui luttent pour les droits de l'homme justement ont ouvertement demandé une enquête indépendante sur la mort de Kizito Mihigo. Et on a récemment, donc, à partir du 16 février, même, nous, on a commencé d'ailleurs un peu avant au niveau de Radio Rumuri, au mois de février, nous avons passé 10 jours où nous avons commémoré le 1 an passé après la mort du feu Kizito Mihigo, et nous avons abordé beaucoup de sujets. Ça, on ne va pas y revenir aujourd'hui. Mais quand on voit que le Human Rights Watch, il revient encore 1 an après, ça doit évoquer quelque chose pour vous, monsieur l'ambassadeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le poids que vous donnez à cette demande de ces organisations qui luttent pour les droits de l'homme de revenir encore sur la mort de Kizito, alors que je pense que les autorités rwandaises croyaient qu'il est mort, enterré, que c'est fini, qu'on n'en parlera plus. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'ambassadeur? Ce que ça m'inspire, c'est que nous devons rester optimistes et positifs. C'est-à-dire que notre jeune frère Kizito Mihigo a été tué dans des conditions qui restent mystérieuses, mais dont nous connaissons les auteurs en fait. Dès sa mort, nos organisations ont plaidé en faveur d'une enquête internationale neutre, indépendante, mais assez fouillée pour vraiment montrer toutes les circonstances qui ont entouré cet assassinat. C'est ce qu'il faut dire. Ce n'est pas un suicide. Kizito ne s'est pas suicidé, tout le monde le sait. Et le seul journaliste qui a osé dire qu'il avait vu la tête de Kizito avec des blessures qui font penser à des violences, eh bien, il est en prison depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière. Ensuite, on a dit ouais, il a été arrêté parce qu'il a violé les mesures de sécurité anti-Covid. Mensonge. Ce jeune journaliste, très courageux, à qui je rends hommage, et dont je demande, avec mes collègues, nous demandons souvent sa libération, eh bien, tout simplement, il a mis le doigt où ça faisait mal. Eh bien, je vais parler maintenant pour mon organisation, la Fondation Ibukabo Selengerabose, Mémoire et Justice pour tous. Nous avons déjà sorti plusieurs documents, dont le dernier était une pétition que nous avons diffusée au mois d'août 2020, et justement adressée à Human Rights Watch, à Amnesty International, au CLIR de Joseph Matata, à l'Observatoire des droits de l'homme au Rwanda, adressée à la CAT, qui est aussi l'une des signataires de la dernière pétition. Hein. Eh bien, je pense que ces gens nous ont écoutés. Nous leur avons adressé cette pétition. Nous leur avons envoyé des documents. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Human Rights Watch et les autres avaient demandé la même enquête dès le lendemain de l'assassinat de Kizito Mihigo. Mais il y a eu un relâchement 6 mois après, jour pour jour. Nous nous sommes dit, Kizito va être oublié de toutes parts. Le Rwanda fête la victoire. Ils ont fait taire quelqu'un qui rassemble la plupart qui rassemble les Rwandais, on peut dire. Que ce soit les Rwandais de l'intérieur du pays ou les Rwandais de l'extérieur. 6 mois après, donc en août, nous avons soumis à signature cette pétition
elle n'a pas débouché sur le nombre de signatures que nous attendions. Vous savez, avec la terreur qui s'exerce sur, que le gouvernement rwandais exerce sur les Rwandais de l'extérieur surtout, où à la fin du process de pétition, on sort la liste des signataires, eh bien, beaucoup de gens ne signent plus les pétitions. Ils ne savent pas que c'est important. Là aussi, j'insiste, quand il y a une pétition comme celle-là, il faut la signer, parce que ça fait bouger les lignes auprès de certaines organisations. Le résultat, je ne dis pas que c'est Vukabosse qui a poussé Human Rights à sortir cette lettre avec une liste de 37 organisations. Je n'ai jamais vu ça souvent, mais vraiment, ça montre encore une fois que beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup d'organisations internationales commencent à savoir qu'au Rwanda, il se passe et il s'est passé des choses. Rappelez-vous, l'année dernière, les Américains, la représentation américaine aux Nations Unies, celle britannique, je pense aussi australienne et certains autres, ils ont dit, écoutez, c'est bien, nous soutenons la commémoration du génocide des Tutsis chaque année, mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi beaucoup de victimes Hutus. C'est écrit noir sur blanc par les mêmes Américains qui ont tout soutenu et aidé le FPR à prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, les choses se sachent. Les choses sont connues de tous. C'est pourquoi le président Kagame, lorsqu'il donnait l'interview à CNN, je pense, il s'est attaqué aux Américains. Et ensuite, il a menacé, comme d'habitude, il a dit, vous savez, tous ceux-là qui nous accusent, on a fait des choses ensemble pratiquement, c'est ce qu'il veut dire. Ou ils ont fait des choses pires que les nôtres. C'est pas ça, c'est pas ce que nous lui demandons. Nous lui demandons d'arrêter de tuer les Rwandais et d'accepter que la vérité soit connue, d'accepter que les archives françaises, belges, rwandaises, ougandaises et autres soient ouvertes pour permettre à toutes les victimes de ce régime et des régimes qui l'ont précédé de pouvoir démêler les choses. Et donc là, sans entrer dans les détails, je me félicite vraiment de cette résolution, de cet invite des 37 organisations de défense des droits de l'homme au Commonwealth et à d'autres pour que ces derniers fassent attention dans leur relation avec le Rwanda. En fait, quand ils écrivent au Commonwealth, c'est pour leur dire, écoutez, puisque vous avez le sommet du Commonwealth à Kigali bientôt, mais demandez d'abord au Rwanda d'arrêter de violer les droits de l'homme, de tuer les gens, de faire disparaître les activistes des droits de l'homme, les politiques, de faire disparaître les journalistes. Et ça, c'est vraiment encourageant. La balle se trouve dans le camp des Rwandais de toute façon. Nous avons commencé par l'affaire Ida Mangé, une femme qui a cassé toutes les barrières. Elle s'est révélée, elle est au sommet aujourd'hui. Et je pense, vraiment, j'ose espérer que le gouvernement rwandais ne va pas lui réserver le sort qu'il a réservé à Kizito Mihigo. Et nous avons aujourd'hui une pression venant des organisations des droits de l'homme, des gouvernements qui demandent qu'on revoie certaines définitions sans remettre en cause les acquis, sans jamais oser nier le génocide des Tutsis, parce que nous ne l'accepterions pas, mais peut-être de s'orienter vers aussi la reconnaissance du génocide des Hutus. C'est tout ce que nous nous demandons. On ne touche pas au génocide des Tutsis, il a eu lieu. Mais nous disons, nous, qu'il y a eu des crimes commis par le FPR contre les populations Hutus. Et je suis à l'aise pour le dire. Et éventuellement, qu'on examine un jour la qualification de ces crimes-là. C'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce que le rapport mapping demande. Le rapport mapping est allé plus loin, il a montré du doigt en disant, vous savez quoi, en fait, c'est un génocide. Hein. Il suffit de créer un tribunal et la conclusion, ce sera un génocide. C'est ce que nous demandons. Et quand nous demandons cela, nous n'avons aucune intention de remettre en question la qualification de l'assassinat de nos parents Tutsis. C'est aussi simple que ça. Nous nous adressons à tous les extrémistes, tous ceux qui ont tué nos parents, eh bien, ils nous trouveront sur leur chemin, qu'ils soient Tutsis, qu'ils soient Hutus. Nous dirons la vérité doit être reconnue, le sang des nôtres doit servir de sel à la réconciliation nationale. C'est ce que nous affirmons
et nous continuerons de le dire. Merci beaucoup, Célestin Sewahil, de nous avoir une fois encore invités à cette émission que vous dirigez de main de maître, je l'avoue. Je vous remercie. Et aujourd'hui, excusez-moi. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons abordé beaucoup de sujets. Évidemment, nous l'avons fait exprès, si je peux ainsi m'exprimer, parce qu'il y a tellement de sujets qui concernent le Rwanda ces derniers temps qu'on n'a pas pu vraiment en cibler un seul. Mais je pense que, notamment, celui du livre sur le génocide, c'est vraiment ça, un livre, surtout que nous allons entrer dans la période de commémoration justement du génocide contre les Tutsis, qui commence le 7 avril cette année, comme toutes les années d'ailleurs. Et je pense que c'est un sujet qui va revenir sur la table des émissions ici, la table de discussion, notamment dans cette émission en langue française. Mais nous avions vraiment voulu couvrir beaucoup de points pour que les gens qui nous suivent en langue française puissent vraiment avoir une idée sur ce qui se passe chez nous au Rwanda. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir vraiment éclairé de votre expérience et de vos analyses. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée et on se donne rendez-vous mardi prochain, si Dieu le veut. Eh bien, j'espère que je serai là à l'appel, comme d'habitude. Merci. Hein. Je vous remercie et bonne soirée. Au revoir à tous nos auditeurs et je les remercie de l'attention qu'ils mettent à suivre nos émissions. Merci. Je vous remercie. Bonne soirée et à la prochaine.